Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 62e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, je suis très heureux et choyé de recevoir Sébastien Verroir, copropriétaire et chroniqueur de l'excellent site Passion MLB. Sébastien, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Toi, comment ça va? Ça va très bien. Je suis très excité de parler de balle avec toi. Tu es quelqu'un qui est omniprésent sur la sphère, l'ancien Twitter. Là. Maintenant, on Ouais. appelle ça le X. Là. Ça passe un petit peu moins bien, mais bon. Ouais. Donc, on peut te suivre sur cette plateforme-là. On peut te suivre tes excellentes chroniques sur Passion MLB. Puis, c'est vraiment un moment qui est très important pour la saison de balle. On arrive dans le dernier droit de la saison. Donc, ça va être vraiment intéressant de pouvoir discuter de différents sujets avec toi, justement, sur cette saison qui fut très excitante, qui tire à sa fin. Donc, ça va être le sujet de notre épisode aujourd'hui. La saison 2023, on va se faire une espèce de retour ensemble. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton appréciation ou certains points majeurs que tu as retenus jusqu'à présent de cette saison 2023. On a vraiment une belle saison. Tu sais, c'est là qu'on se rend compte avec la nouvelle formule qu'il y a plus d'équipes qui sont impliquées dans la course aux séries éliminatoires. Ouais. Donc, ça fait qu'il y a plus d'équipes qui, à la date limite, bien, vont tenter de s'essayer, vont tenter d'aller jusqu'au bout. On l'a vu avec les Angels, ça a malheureusement pas fonctionné. Mais ça fait, non, c'est ça, ça fait que on a une très belle fin de saison, on a des très belles courses aux séries. Fait que vraiment, ça a été une belle campagne 2023. On a eu des surprises. On a eu des déceptions. Il y a des clubs qui ont sous-performé, d'autres qui ont performé au-delà des attentes. Ouais. Donc, c'est vraiment le fun de suivre cette saison-là. Puis surtout rendu ici, là, c'est le vrai baseball qui commence, le dernier mois qui s'amorce. Là, on va avoir de la grosse balle. Pour ceux qui suivent un petit peu moins vos activités, personnellement, je regarde beaucoup de baseball, mais c'est pratiquement mission impossible de suivre toutes les équipes à tous les jours en même temps. Donc, votre site Passion MLB est vraiment une référence pour suivre les activités majeures qui se passent dans la MLB. Alors, je conseille vos excellentes chroniques à tout le monde. C'est vraiment une belle source pour suivre les activités dans le baseball majeur. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon en parlant de trois différentes catégories. Les équipes qui sont au sommet, les équipes qui surprennent cette saison pour les bonnes raisons et ceux qui déçoivent. Aujourd'hui, en date du 30 août, mercredi le 30 août, on va vous donner certaines statistiques. Par contre, au baseball majeur, ça change vite. Donc, une équipe qui était en première place aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans quelques jours au moment où certains auditeurs vont écouter cet épisode. Donc, vous mettrez peut-être à certaines occasions certaines statistiques de côté. On va regarder la chose dans une globalité. Commençons avec les meilleures équipes. Ces équipes qui trônent au sommet de leur division respective et qui, depuis le début de la saison, font les meilleures figures dans le baseball majeur. On va commencer dans l'association nationale avec une équipe qu'on attendait. C'est sûr que les deux équipes dont il sera question, on les attendait, mais ils ont livré la marchandise. On va parler des Braves d'Atlanta qui sont premiers avec une excellente fiche de 86 et 45. Ils ont 12,5 matchs d'avance dans l'Est, donc c'est quand même un très bel accomplissement du côté des Braves. Oui, vraiment, une saison. Oui, on les attendait, mais c'est au-delà des attentes. Il y en a Ouais. certains qui disent qu'ils sont meilleurs que les Braves de 1995 qui ont remporté la Série mondiale. Puis on le sait, là, en tant qu'ancien partisan des Expos, on les voyait aller dans les années 90, c'était extraordinaire. À chaque année, il y avait un très bon club de baseball. Et encore cette année, mais là, on revient à ces standards-là. Les Braves qui font tout sur un terrain de baseball, autant offensivement que défensivement, ça va bien. Une attaque qui est explosive. Ronald Acuna Jr. qui a une saison extraordinaire, Incroyable. Ouais. incroyable. Matt Olson qui frappe des bombes à un rythme effréné. Donc vraiment, c'est intéressant du côté offensif, mais sur la butte aussi, on a eu des blessés. Puis Ouais. pourtant, presque personne s'en est rendu compte. On a vogué à travers ces blessures-là. Les lanceurs sont revenus, sont repartis. Max Fried, entre autres, qui était sur la liste des blessés, là, est de retour. Donc vraiment, là, on a su négocier avec ces blessures-là, puis ça l'a pas paru. Donc vraiment, on a une équipe complète à tous les niveaux. Et quand tu as dit tout
tout à l'heure que c'est une équipe qu'on attendait, mais ils ont vraiment surplanté les attentes. De mon côté, on t'a parlé du personnel de lanceur, deux noms qui viennent en tête. Steven Strider, en tête de liste, on l'attendait, on savait que c'est un lanceur de talent, mais cette année, des statistiques extraordinaires avec une fiche de 15-4. Même chose du côté de Bryce Elder avec 11-4. Donc, des lanceurs qu'on attendait moins. On ne s'attendait pas à ce que ce soit nos as lanceurs pour la saison. Finissent par faire un travail extraordinaire. Puis il ne faut pas regarder plus loin. On va regarder quand on doit trouver les succès des Braves. Raisel Iglesias aussi, du bon travail malgré certaines montagnes russes, mais ça arrive très fréquemment du côté des releveurs. Donc, on semble avoir amélioré une faiblesse qu'on avait dans les dernières années, c'est-à-dire de la profondeur au niveau des lanceurs. Oui, exactement. Puis il faut rendre crédit à Alexandropoulos qui fait un travail extraordinaire avec les Braves. À chaque saison, il trouve le moyen d'aller chercher des joueurs qui sont exactement le besoin que les Braves ont. Donc, il faut lui rendre crédit. Puis tu parlais de Strider, il retire les frappeurs sur des prises. Là, à un certain moment, là, on voyait des records s'approcher. Là. C'est sûr qu'il ne les atteindra pas, mais c'est une saison extraordinaire pour ce lanceur-là. Pour terminer, du côté des Braves, tu as parlé un petit peu des principaux frappeurs. Albies avec sa moyenne au bâton de 335, Matt Olson, 43 circuits. On peut rajouter des Ozzy Albies, Austin Riley. On a cette puissance-là et ça se poursuit jusqu'à assez loin dans l'alignement des frappeurs. Donc, je pense que c'est ce qui rend les Braves aussi difficiles à affronter. C'est que comparé à certaines autres équipes qui peuvent avoir certains joueurs de vedettes petit peu moins garni par la suite, on a vraiment une formation qui est bien, bien stack, si tu peux me permettre l'expression, au niveau des frappeurs. Donc, c'est ce qui rend les Braves d'autant plus dangereux. Exactement. Du rang 1 à 9, il y a certaines, comme tu l'as mentionné, il y a certaines formations qu'on peut avoir un peu de repos du côté des lanceurs adverses à un certain moment dans l'alignement de frappeurs, mais les Braves de 1 à 9, on est dangereux. Puis là, on repart l'alignement en haut avec des Acuna, des Albies, des Riley. Il n'y a vraiment pas de joueurs faibles, si je peux m'exprimer ainsi, dans cette formation-là. Puis c'est ça qui va peut-être faire qu'ils vont aller jusqu'au bout. On va prendre ce lien-là, si tu veux, pour faire la transition avec la deuxième équipe, les Dodgers de Los Angeles, qui ont déjà eu un alignement un petit peu plus profond. On a déjà présenté une formation de 9 frappeurs un petit peu plus garnie que cette année, mais on a des joueurs qui connaissent une saison extraordinaire. Freddie Freeman avec sa moyenne de 337, Mookie Betts, 314, 36 coups de circuit. On présente une fiche de 82-49. C'est la meilleure fiche, évidemment, dans l'Ouest, avec un confortable 13,5 matchs d'avance aussi. Parle-nous un petit peu de la saison des Dodgers jusqu'à présent. Ben, au départ, on a deux joueurs qui sont MVP, qui vont être Ouais. en liste pour le titre de MVP. Donc, déjà, si tu as deux joueurs qui sont parmi les joueurs les plus utiles dans la Ligue nationale, déjà, ça part bien. On avait certains doutes au début de la saison. On n'avait pas adressé le problème à l'arrêt-court. On manquait un petit peu de Ouais. profondeur. On a eu des blessures à cette position-là. Donc, on s'attendait à ce que ça soit un peu plus difficile. Le début de saison était un petit peu plus lent que prévu, mais au fur et à mesure que la saison avançait, là, on voyait les vrais Dodgers qui prenaient leur place au sein de la division. Puis ils vont être durs à arrêter parce qu'on a de l'expérience. Puis on a un Mookie Betts qui connaît probablement la meilleure saison de sa carrière, peut-être à part 2018, mais sinon, c'est vraiment extraordinaire les chiffres qu'il peut mettre au tableau. Donc, on n'a pas beaucoup de faiblesses. C'est sûr que peut-être on a moins de profondeur que les Braves, mais on peut compenser par d'autres moyens. Est-ce que pour toi, le personnel de lanceur, bien que Clayton Kershaw avec 12-4, Julio Urias 11-7 démontre de belles choses cette année, est-ce que c'est un point un petit peu plus d'interrogation par rapport à la saison où ils ont gagné le championnat? On sait qu'on ne mise pas sur un Walker Buehler qui est un as lanceur, qui est blessé. Est-ce que pour toi, c'est peut-être le point faible de l'équipe ou c'est moins un souci?
Oui, oui, c'est sûr que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Walker Buehler qui pourrait effectuer un retour au jeu vers la fin de la saison, mais dans quel état est-ce qu'il va Ouais. revenir, on ne le sait pas. Va revenir comme partant, on ne parle pas de présence en relève, on parle de présence comme partant, mais on ne le sait pas, tu sais, avec toute cette inaction-là depuis plusieurs mois, puis ça risque d'être difficile. Fait que oui, on a un petit manque de profondeur, puis si on fait la comparaison avec les Braves qu'on vient de parler, mais là, c'est une toute autre Ouais. chose, là. Les Braves ont vraiment l'avantage à ce niveau-là. Fait que si on a une série de championnats entre les deux formations, on sait à quel point les lanceurs sont importants en séries éliminatoires, mais il faut donner l'avantage aux Braves. Et bien que le releveur Ravin Phillips a fait du bon travail, ce n'est pas le closer qu'on veut nécessairement avoir pour se rendre loin en série. Il pourrait nous surprendre, connu des bons moments, mais ça semble un petit peu mince de ce côté-là. Passons à l'américaine où on retrouve deux équipes qui, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, oui, on les attendait, mais on pourrait pratiquement les classer dans les équipes surprises aussi. Ça donne, ce sont les équipes qui sont au sommet. On parle ici des Orioles de Baltimore et des Mariners de Seattle. Commençons avec les Orioles qui sont pour moi la plus belle, peut-être la plus belle histoire des majeurs cette année. On a une fiche de 83-49, premier dans la division S qui était probablement la plus corsée de cette ligue-là. On a quand même une mince avance de 3,5 matchs, mais c'est une jeune équipe qui est fort excitante à regarder. Exactement. On le savait que ça s'en venait, mais à ce point-là, c'est jamais. Vraiment, c'est incroyable ce que ces jeunes Orioles-là sont en train de faire. Tu sais, ils sont là pour plusieurs années. Là, au champ extérieur, on a de la profondeur pour vraiment plusieurs saisons. Puis, tu sais, c'est pas une équipe qui est explosive, mais c'est Non, une équipe qui est complète. Tu sais, qui est bien autant, balancé aussi. exactement, exactement. Tu sais, on n'est pas les meilleurs au niveau du monticule, on n'est pas les meilleurs au niveau de l'attaque, mais chaque joueur de ce rang offensif-là contribue à sa manière un soir donné. Et l'autre soir, bien, c'est un autre joueur qui contribue. On a des Anthony Santander qui Ouais. arrivent un soir donné à faire la différence. Donc, vraiment, les Orioles sont une équipe balancée. Peut-être qu'on va manquer d'expérience. On ne Ouais. sait jamais. Des fois, des jeunes, on n'a pas peur de perdre. Donc, on y va all-in, puis on peut se rendre loin. Mais sinon, c'est vraiment une belle formation. Et c'est une équipe qui a croulé dans les bas-fonds du classement pour plusieurs années. Donc, on a des très, très jeunes joueurs, hein. Par exemple, Gunnar Anderson, 22 ans, Adley Rutschman, 25, Ryan Mountcastle, 26. Par contre, ce sont des joueurs qui ne connaissent pas la pression de devoir gagner et ça va s'en venir, cette pression-là. Si on se rend dans les séries éliminatoires, très, très peu d'expérience. Terminons un petit peu par le personnel de lanceurs qui était loin d'être sexy sur papier au début de la saison. Par contre, des Dean Kramer, 12-5, Carl Gibson, bonne saison aussi. Félix Bautista, releveur, statistique extraordinaire, 33 sauvetages, 8-2. Donc, c'est un groupe qui n'est pas formé d'All-Star, mais qui, comme le reste de la formation, font le travail. Exactement. Chacun va faire son travail quand on leur demande de le faire. C'est sûr qu'on manque peut-être un petit peu de profondeur, mais on a ajouté un Jack Flaherty qui vient combler un Ouais. peu cette lacune-là. Ce qui risque de faire mal, bien, c'est la blessure de Félix Bautista. Restera à Ouais. voir est-ce qu'il va rater le reste de la saison ou va être en Ils en mesure ont de besoin. revenir. Oui, ils en ont vraiment besoin, oui, oui, parce que si on peut se fier sur un Yenner Cano, mais ça enlève un peu de profondeur dans les manches précédentes. Puis en série, mais on peut amener un releveur très tôt dans les rencontres. Donc c'est là Félix Bautista va manquer. Mais sinon, là, c'est vraiment un corps qui est complet de lanceurs, puis tu sais, chacun fait son travail, donc ça peut nous amener loin. Mais si on a des blessures, bien là, c'est là que certains peuvent être exposés. Passons du côté des Mariners de Seattle qui, si on s'était parlé la semaine passée, n'auraient probablement pas été dans une des équipes qui sont au sommet. Leur situation est un petit peu plus corsée due à la parité dans cette division-là. Certaines équipes sont déjà en dehors du portrait des séries. On ne parlera pas des Oakland, mais on a les Astros de Houston, les Rangers du Texas et les Mariners de Seattle. C'est extrêmement serré. On a présentement une égalité au sommet entre les Mariners et les Rangers avec leur fiche de 75-57. Une belle fiche du côté des Mariners dans les 10 derniers matchs, 8 victoires, 2 défaites. Une chance qu'on s'est rallié dans les dernières semaines du mois d'août parce qu'on aurait probablement pu dire au revoir aux séries. On a une équipe qui
mis à part Julio Rodriguez qui connaît une solide saison, on a des frappeurs qui ont quand même déçu, mais ont réussi à se maintenir. C'est quand même quelque chose de particulier. Oui, exactement. Ils se sont réveillés au bon moment parce qu'en Ouais. début de saison, c'était difficile. Oscar Euh, Hernandez, Ty et- France. exactement. Oui, on avait beaucoup de difficultés à mettre des points au tableau parce qu'au niveau du monticule, ça va très bien. On a probablement le meilleur personnel de lanceur de tout le baseball majeur, même qu'on a échangé notre releveur numéro un, Paul Seward, mais pourtant, ça se poursuit. Donc, de ce côté-là, ça va très bien. C'était du côté offensif que c'était beaucoup plus difficile. Mais on s'est réveillé au bon moment. Entre autres, Teoscar, comme tu l'as mentionné, qui s'est réveillé. Puis là, on met des points au tableau à un rythme d'enfer. Donc, euh, tu sais, à un certain moment, on était à presque 10 matchs de la tête de la division. Tranquillement, on a repris cet écart-là. Là, on est rendu en tête. Puis, tu sais, quand on finit au baseball sur une bonne note, il restera à voir qu'est-ce qui va arriver au mois de septembre pour les Mariners. Ça peut être dangereux au mois d'octobre en séries éliminatoires. Et c'est toujours agréable de suivre une jeune sensation. J'ai parlé tout à l'heure de Julio Rodriguez, non seulement qu'il a 22 ans, il place des statistiques astronomiques sur le tableau. Donc, c'est vraiment agréable de le voir aller dans ce marché qui est vraiment en train de cloître là, dû au beau travail de son personnel de lanceur. Reste que ce sera tout un défi. On parlait tout à l'heure des Rangers du Texas. Ça sera tout un défi se maintenir là. Est-ce que tu penses que Seattle va terminer la saison en tête de cette division-là? Parce qu'on sait qu'on a les très expérimentés Astros qui réussissent toujours à avoir des bons moments en fin de saison. Mais moi, je pense que la séquence que les Mariners ont amorcée il y a quelques semaines risque de les propulser au sommet de la division à la fin de la saison. Oui, les Astros ont beaucoup d'expérience, mais les Mariners en ont pris de l'expérience l'an dernier en série, entre autres. Ouais. On a appris à gagner contre les Blue Jays, on a appris à perdre contre les Astros. Donc ça va nous servir cette saison. C'est une longue campagne, 162 matchs. Faut se rendre jusqu'à la fin. Puis les Mariners sont en train de piquer au bon moment. Donc, oui, ils pourraient terminer au premier rang. Puis à partir de là, ben, ça va être de poursuivre sur cette séquence-là au mois d'octobre. Passons maintenant à ces équipes surprises, certaines qu'on ne voyait pas avoir des fiches aussi respectables. Certaines de ces équipes feront les éliminatoires, d'autres non. Toutefois, leur saison est vraiment un point positif pour leurs partisans. Commençons dans la nationale avec les Reds de Cincinnati. On savait qu'on avait un personnel de lanceurs qui était jeune et fort prometteur. C'est Et on a quand même, malgré certaines difficultés, fait du bon travail. Là. Je pense tout de suite à Andrew Abbott avec 24 ans, une belle fiche de 8-4. De mon côté, c'est plus du côté de l'autre côté de la balle, si on veut, du côté des frappeurs, où on est venu surprendre. On commence avec le jeune Eli de la Cruz, 21 ans, qui est très, très explosif. Mais les succès viennent d'ailleurs aussi au bâton, donc ça rend l'équipe vraiment intéressante. Ouais, du côté de l'avant-champ, là, on est pack, comme tu disais tantôt, là. C'est vraiment, là, on a des jeunes joueurs qui sont capables de faire le travail dès maintenant. Donc, c'est vraiment impressionnant. Puis, on allait nulle part au début de la saison. Vraiment, là, les Reds s'en allaient où est-ce qu'on les attendait pour le moment, soit dans les bas-fonds de la section. Mais à partir du moment où est-ce que Eli de la Cruz a mis le Ouais. pied à Cincinnati, c'est là que la saison a changé complètement de côté. Puis on s'est mis à bâtir là-dessus. On s'est instauré un peu une culture de gagnant. C'est sûr qu'il est encore tôt pour le dire, mais avec tous ces jeunes-là, surtout à l'avant-champ, on le sait qu'on en a encore pour plusieurs saisons. Puis même si on ne fait pas les séries éliminatoires cette saison, mais toute l'expérience qu'ils vont avoir pris, euh, ça va leur servir dans le futur, puis on va les revoir là, très bientôt. C'est formidable quand même de voir ces joueurs qui arrivent dans une équipe qui dynamise la formation au complet. J'ai parlé de Rodriguez tout à l'heure. Il ne faut pas aller voir plus loin pour penser à un Acuna Junior. Maintenant, de la Cruz qui arrive à 21 ans et une joie qui est contagieuse. Il est très agressif sur les sentiers. Et comme tu l'as mentionné, ça s'est fait ressentir sur tout le monde. Une belle formation qui est jeune. Et Steer, Friedel, India. Donc,
peut-être que les Reds qui sont en fait, les Reds à 68-66, à 7 matchs de la tête dans la centrale, feront probablement pas les éliminatoires, mais c'est tout un pas dans la bonne direction. Et c'est une équipe qui va vraiment être à surveiller pour les prochaines années parce qu'on s'en va dans le bon chemin. C'est très, très positif de ce côté-là. La deuxième surprise dans la nationale, je pense que tu vas être d'accord avec moi lorsque je vais avancer que c'est une équipe qu'on attendait, les Cubs de Chicago. On savait qu'ils allaient avoir une bonne formation, quand même pour être à 8 matchs au-dessus de 500 avec leur fiche de 70-62, à 4 matchs de la tête dans la centrale. Donc, ils pourraient rattraper les Brewers de Milwaukee et se faufiler en tête. Les Cubs qui sont menés par certaines figures de proue, là, Justin Steele et sa fiche extraordinaire de 15-3. Parle-nous un petit peu de ces joueurs, dont Steele, qu'on connaissait moins, qui sont vraiment en train de mener cette équipe-là vers quelque chose d'intéressant. Oui, on le sait, les Cubs sont souvent dans le portrait des séries depuis plusieurs années, depuis leur série mondiale. Mais là, on s'attendait peut-être un peu plus à une saison de transition. On s'attendait à échanger Cody Bellinger, Marcus Stroman. Et pourtant, on les a conservés à la date limite des transactions parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait avec cette équipe-là, qu'on ne s'attendait pas nécessairement au début de la saison, entre autres en raison de Jordan Steele, en raison de d'autres jeunes joueurs qui ont fait le travail cette saison. Euh, donc, c'est une saison un peu bizarre, si je peux dire, pour les Cubs, parce que c'était pas ça le plan. Le plan a changé en cours de saison. Mais les joueurs ont fait le travail. C'est ça qui a forcé la main de l'état-major des Cubs à conserver les éléments qui auraient pu échanger, qui auraient pu avoir de bons retours. Mais on les a conservés parce qu'on sait qu'on est dans la course aux séries et qu'on a une vraie chance d'y participer. Puis une fois qu'on est entré, on l'a vu avec les Phillies de Philadelphie l'année passée, tout peut arriver à partir de ce moment-là. Donc, on peut y croire du côté des Cubs. Passons du côté de l'américaine. On en a parlé déjà un petit peu. Les Rangers du Texas, on a une très belle fiche avec le 75-57. On est à égalité en tête dans l'Ouest. On ne les attendait pas chauffer, ces équipes-là. On attendait plus probablement les Angels, tu en as parlé tout à l'heure. Ça n'a pas réussi à prendre de ce côté-là, encore une fois. Mais les Rangers, on savait qu'ils avaient une jeune équipe dynamique, mais de se rendre jusqu'à ce niveau-là, c'est franchement extraordinaire. Euh, on a vraiment concrétisé la chose en faisant l'acquisition d'un Max Scherzer. On a démontré, le directeur général a démontré ses intentions à ses joueurs. Donc, ça amène vraiment une dose de confiance. Et l'arrivée de Scherzer était vraiment à point à cause de la blessure de Nathan Eovaldi qui a démontré des très, très belles choses avec sa fiche de 11-3 cette année. Puis il ne faut pas oublier qu'il nous manque Jacob deGrom dans Ouais. cette équipe-là. Donc, on aurait pu faire, on aurait pu être en tête de la division avec une très bonne avance si on ajoute un Jacob deGrom dans la rotation partante qui fait des miracles sur la butte. Mais le travail qui a été fait par cette équipe-là, c'est extraordinaire parce on savait que ça s'en venait. On avait fait des signatures, des mouvements de personnel qui nous faisaient penser qu'on se dirigeait à cet endroit-là, mais pas cette année, peut-être l'an prochain, dans 2 ans. On préparait l'avenir, mais si tôt dans le plan, mais c'est vraiment surprenant. Puis cette attaque-là est tout simplement surprenante parce que oui, on a de très bons joueurs, on a des joueurs qu'on a payés très cher pour qu'ils frappent la balle solidement. Ils font le travail, mais on en a d'autres Ian, aussi. Seager aussi, entre autres. Oui, exactement. Mais on en a d'autres autour qui les protègent dans l'alignement, qui font que ces frappeurs-là peuvent frapper avec puissance puis peuvent avoir les chiffres qu'ils ont mis au tableau cette saison. Euh, c'est sûr qu'offensivement, tout va bien. Au monticule, on risque d'avoir un peu plus de difficultés, surtout en relève. On a saboté beaucoup de matchs cette saison. On est allé chercher un Haroldis Chapman qui a fait le travail au départ. Là, c'est un peu plus difficile. Donc, restera à voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Justement, on a cette belle attaque qui est balancée. Selon toi, qui est le leader de cette formation? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que quelqu'un... On sait qu'en série, on a besoin évidemment de l'apport de tout le monde. Les équipes qui vont gagner un championnat vont très souvent avoir un joueur qui va vraiment prendre les devants, mener cette équipe-là. Est-ce que tu penses que les Rangers ont ce joueur-là dans leur alignement? Mais j'irais plus avec un duo, peut-être, Seager et Semien, OK. qui, autant défensivement qu'au bâton, forment un duo. Tu sais, au milieu de l'avant-champ, au cœur de la formation offensive.
si un a une mauvaise soirée, bien souvent l'autre va compenser. Donc, je pense pas que ce soit un joueur particulier qui va les amener où est-ce qu'ils veulent aller, mais plutôt ce duo-là on les a payés pour le faire, puis ils font le travail jusqu'à maintenant, puis devront le faire par la suite. La deuxième équipe surprise dans l'américaine sont les Red Sox de Boston. Non, ils ne seront pas des éliminatoires avec leur fiche de 69-64. On est à 14,5 matchs de la tête dans l'Est, mais on ne s'attendait pas, surtout en raison de leur division corsée, à ce qu'ils aient une fiche positive. Et juste à cela, c'est un signe que leur saison est satisfaisante dans une ère de changement clairement à Boston. Exactement, exactement. On s'attendait à ce que l'offensive fasse le travail. C'est ce qui est arrivé. On a une des meilleures offensives de la Ligue. Mais on s'attendait à ce que les lanceurs, ça soit beaucoup plus difficile que ça l'a été cette saison. La surprise est là, autant dans la rotation partante que chez les releveurs. On a fait le travail. C'est ce qui les a maintenus dans la course jusqu'à maintenant. Ça risque d'être difficile pour la suite des choses, mais c'est quand même une surprise. On les attendait dans les bas-fonds de la section, Ouais. derrière les Yankees. Là, on est devant par plus de 6 matchs. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut considérer les Red Sox comme une surprise. Passons maintenant à ces équipes déception. Et je ne sais pas pourquoi j'avais hâte de parler avec toi de ces équipes-là. C'est tellement des équipes qui ont fait beaucoup parler d'eux, euh, pour les mauvaises raisons, évidemment, s'ils sont dans les déceptions. Euh, c'est sûr que les équipes qui sont en tête, c'est agréable de décortiquer, mais quand on se penche sur certaines équipes, ça a pratiquement été un travail de démolition, dans certains cas. Commençons avec les champions de cette catégorie de déception-là, les Mets de New York et leur fiche de 60-73. Si on se fie juste sur leur fiche, OK, cinquième dans l'Est, on a vu pire comme fiche, mais on les attendait peut-être pas au sommet dans l'Est parce qu'on avait les Braves, mais clairement pour se battre pour une place en série. Mais lorsqu'on regardait leur masse salariale de plus de 340 millions, voir une débandade pareille, c'est à s'en tirer les cheveux pour les partisans des Mets, clairement. Oui, pour les partisans, pour le propriétaire Le Steve Cohen propriétaire surtout, ouais. qui a dépensé, qui a mis tout l'argent qu'il pouvait mettre ou presque Ouais. pour, euh, pour former cette équipe-là, en pensant que c'était la solution. L'an dernier, ça a été décevant, la fin de la saison, les séries éliminatoires. Donc là, on a mis tout l'argent pour, euh, pour essayer de se rendre plus loin, pour essayer de se rendre au bout finalement. Le but Ouais. ultime, c'était de se rendre au bout, de remporter la série mondiale, mais on n'a jamais été proche de ça. Donc c'est vraiment décevant avec toutes ces vedettes-là qui sont payées un prix astronomique de ne pas être capable euh, de au moins amener cette équipe-là en séries éliminatoires. C'est sûr qu'il n'y avait pas une division qui était facile, Non. mais là, de se retrouver au dernier rang derrière les Nationals de Washington qui sont en pleine reconstruction, C'est honteux. c'est absurde. Oui, c'est honteux, c'est exactement. Pour faire un comparatif, j'ai mentionné qu'ils avaient une masse de plus de 340 millions. Les Orioles, qui sont premiers de leur section, avaient une masse qui était autour de 70 millions, là. Donc, Ouais. la différence est astronomique. Et ce qui est à mentionner du côté des Mets, c'est on a littéralement tiré la plug sur plusieurs de ces joueurs qu'on payait cher. Les Justin Verlander, on a parlé de Max Scherzer qui est rendu au Texas, David Robertson, entre autres, plusieurs autres. Et une statistique qui me fascine, c'est que les Mets payent encore à ce jour 156 millions en salaire retenu sur des joueurs qui sont échangés, donc qui retenaient une partie du salaire, ou des joueurs qui ont libéré. Donc, ce sont des chiffres qui sont faramineux pour une équipe qui est dans les bas-fonds de la MLB au complet, là. Ah, c'est tout simplement incroyable. On paye plus pour des joueurs qui sont plus dans l'uniforme des Mets que pour les joueurs qui sont présentement Exact. chez les Mets. Donc, c'est complètement absurde. Puis oui, on a tiré la plug pour cette année, mais on a tiré la plug pour les prochaines saisons Ouais. aussi parce que des Verlander, des Scherzer allaient revenir dans les prochaines saisons et pourtant on les a échangés. Donc, les Mets ne seront pas de retour avant 2025 et probablement 2026. Donc, c'est très, très décevant à New York. Je me fie sur toi, Sébastien, qui est plus une encyclopédie que moi de ce côté-là, du côté du baseball. Ça fait longtemps, de mon côté, je ne me souviens pas avoir vu une équipe dépenser autant et avoir une aussi grosse déconfiture que les Mets cette année.
Non, exactement. Tu sais, souvent, il y a des équipes qui vont dépenser. On pense aux Yankees, on pense aux Dodgers, qui Ouais, ne se rendront pas nécessairement jusqu'au bout. Mais souvent, on va perdre en série de championnat ou on va perdre au premier tour des séries. exact. Mais jamais ça va être une déconfiture comme celle des Mets. Et la prochaine équipe, bien que, bien, bien que la situation soit complètement différente, la problématique est tout autant. On parle ici des Padres de San Diego, qui ont une fiche quand même similaire, là. On parle de 62 victoires, 71 défaites. On est quatrième dans l'Est. On est à 21 matchs de la tête, alors qu'on les voyait se battre avec les Dodgers. Plusieurs les mettaient devant les Dodgers en tête de l'Ouest. On a quand même une masse salariale de 250 millions, mais c'est quand on regarde leur alignement qui est rempli de vedettes. Les Bogarts, Soto, Tatis, Machado, Darvish, Hader qui ont tous déçu. On a un personnel de lanceurs avec des Musgrove qui est 10-3, Waka 10-2, Snell 11-9. Les lanceurs ont fait le travail, mais c'est ces joueurs vedettes-là qui ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui explique, selon toi, qu'autant de joueurs de talent peuvent se retrouver dans une équipe et que ça marche autant pas? J'ai de la misère à saisir le cas des Perez. Ben, je suis désolé, j'ai pas beaucoup plus d'explications que toi. Je comprends pas non plus comment les Padres. Je plaide coupable, je les avais mis au début de la saison devant les Dodgers en tête de la division. J'étais sûr que cette équipe-là, avec cette profondeur-là, ces Vous avez joueurs tout. vedettes, exactement. On est allé chercher Juan Soto là, l'an dernier. Ça n'a pas fonctionné, mais on a fait un bon bout de chemin. Puis on avait déjà de très bons joueurs, une rotation partante qui était complète. On a une relève qui fait le travail. Donc, cette équipe-là est vraiment une énigme parce que si le gérant Bob Melvin n'est pas capable de faire le travail avec ces joueurs-là, je ne sais pas qui va être en mesure de le faire, puis ça risque de provoquer des changements durant la saison morte. Puis on pense tout de suite à Juan Soto. J'ai l'impression qu'il est déjà parti de San Diego. Ah, aussitôt arrivé, aussitôt reparti, Ouais. lui qui a fait complètement sauter la banque Hmm. euh, il y a quelque temps. Est-ce qu'il faut regarder du côté du gérant selon toi? Je pourrais pas, je pourrais pas dire que j'ai regardé assez de matchs des Padres pour le cibler pour les insuccès, mais est-ce que parfois il peut être une cause des insuccès? Est-ce que les joueurs n'achètent pas nécessairement sa philosophie? Euh, je pense qu'on va définitivement regarder là quand ça va être le temps de faire un changement, mais est-ce qu'il est vraiment blâmé ou c'est vraiment ces joueurs-là qui sous-performent grandement? Je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est sûr Ouais. que c'est peut-être plus une plus vieille mentalité de coaching, de gérance, mais je pense pas que ce soit nécessairement le problème ultime de cette équipe-là. Il y a des joueurs qui se regardent dans le vestiaire, dans le miroir. Tu sais, à l'intérieur de ce vestiaire-là, il y en a plusieurs qui doivent faire une introspection puis regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas parce qu'on a des frappeurs qui sont supposés frapper à la hauteur de leur talent, mais qui ne le font pas. Donc, tu sais, à un certain niveau, c'est sûr que le gérant a une part de responsabilité, mais chacun de ces joueurs-là doit également faire le travail. Donc, du côté des Mets, on sait c'est un petit l'affaire est classée, mais ça va vraiment être intéressant de suivre les Padres dans la prochaine entre-saison. Passons maintenant, terminons avec les déceptions du côté de l'américaine. Et les deux équipes dont il sera question, les Yankees de New York et les Blue Jays de Toronto, en ce moment, on arbore les couleurs de ces deux équipes-là. Malheureusement, tu portes la casquette des Yankees, je porte le chandail des Blue Jays. Malheureusement, on ne peut pas se tarier de dire que nos équipes connaissent une saison à la hauteur des attentes. Commençons avec les Yankees qui. On a parlé de déconfiture du côté des Mets. Ben, leurs voisins dans le Bronx, la situation n'est pas pareille, mais la déconfiture est tout autant. Là. Une fiche de 64, 68, on ne joue même pas pour 500. On est cinquième dans l'Est. On a une masse salariale de près de 280 millions. Et du côté des Yankees, j'ai l'impression que tout ce qui aurait pu mal aller dans une saison a mal été. Oui, c'est sûr que au début de la saison,
on pouvait s'attendre à ce que les Yankees maintiennent le rythme, se maintenaient dans la course. C'est sûr que les Rays de Tampa Bay avaient pris à ce moment-là une très confortable avance, mais on était dans le portrait. Aaron Judge était là à ce moment-là, mais à partir du moment où est-ce que le juge s'est blessé, ça a été un moment névralgique dans la saison et personne n'a été en mesure de prendre le lead dans cette équipe-là. Ils sont tombés complètement à plat. Plus personne frappait. Parce que si on regarde les statistiques au niveau du monticule, autant dans la rotation qu'en relève, c'est eux qui ont maintenu cette équipe-là à flot Ouais. jusqu'à il y a quelques semaines où est-ce que tout s'est effondré. Donc, c'est vraiment l'attaque qui a pas pris les choses en main. Puis également au niveau de l'état-major, on n'a fait aucun ajout significatif à la date limite des transactions. Et on dirait que ça l'a donné ça a versé une douche d'eau froide sur les joueurs. Ils ne se sont pas sentis appuyés. Puis après ça, bien, c'était terminé. J'ai l'impression que le gérant Aaron Boone en a souvent eu un petit peu plus que ce qu'il pouvait gérer. Évidemment, il a dû composer avec la blessure d'Aaron Judge, qui a quand même des statistiques extraordinaires, là. On parle de 29 circuits en 78 parties. Garrett Cole, saison encore une fois étincelante, 11 victoires, 4 défaites. Mais lorsqu'on regardait en début de saison, l'alignement des Yankees, et comme tu viens de parler du fait qu'ils n'ont pas bougé, on les voyait, les trous du côté des Yankees, mais ça s'est concrétisé et ça a empiré. Oui, oui, c'est en plein ça. On avait un trou béant au champ gauche, on ne l'a jamais adressé. Ouais. Et là, quand Aaron Judge s'est blessé, ben là, on avait un trou au champ droit, on avait un trou au champ gauche. Donc là, on manquait cruellement de profondeur. Ça a eu des répercussions sur les performances de l'équipe. Et comme tu l'as mentionné, Garrett Cole a maintenu cette équipe-là avec les autres partants à un niveau plus faible pour les autres, mais ils ont fait le travail. C'est vraiment cette attaque-là qui n'a pas été en mesure de frapper. Puis si on regarde l'alignement qu'ils vont présenter au mois de septembre avec les nouveaux joueurs qui ont rappelé, Jason Dominguez, Austin Wells, c'est très loin de Vraiment. l'alignement qu'on avait au début de la saison. On va terminer avec les Blue Jays de Toronto qui ils se maintiennent en ce moment dans une place pour la course aux éliminatoires. On est à 3,5 matchs d'une place dans les wildcards. Avec leur fiche de 72-61 qui les passe troisième dans l'Est, on est quand même à 11,5 matchs de la tête dans cette division-là. Mais reste que c'est une saison très décevante. Alors, à chaque moment qu'on pensait que les Blue Jays, ils étaient partis, on a, on a suivi avec des performances qui étaient décevantes, avec des séries de défaites contre des équipes on en a perdu des séries qu'on n'aurait pas dû perdre. On a perdu Beau Bichette quand même pour quelques semaines, lui qui a vraiment été le frappeur le plus constant de l'équipe avec 314. Jordan Romano, même chose, s'est blessé, a été solide en relève. C'est un petit peu tout le reste là, qui a moins bien fonctionné. On pense entre autres à Alec Manoah qui a été horrible du début à la fin. Et ça s'est un petit peu continué sur l'ensemble de cette équipe-là, malheureusement. Oui, c'est complètement l'inverse de ce qu'on s'attendait. On s'attendait à ce que l'attaque n'ait aucun problème, qu'on allait produire des points, on allait en faire, mais que du point de vue du monticule, ça allait être plus difficile. Mais là, c'est totalement l'inverse. Et ce, malgré les difficultés d'Alec Manoah. Alors, les autres lanceurs, avec Kevin Gausman en tête, ont fait le travail, Ouais. mais l'attaque est tout simplement anémique. Puis, c'est vraiment difficile de l'expliquer. Il y a une portion de l'explication qui vient certainement du gérant John Schneider qui Voilà. provoque pas beaucoup d'attaques par ses décisions. On n'a pas beaucoup de cours et frappes ou de frappes éco. On n'a pas beaucoup de vols de but. On n'a pas beaucoup d'amortis sacrifices. Donc, c'est sûr que ça met une pression sur les frappeurs d'y aller pour la longue balle. Mais les frappeurs aussi, là, avec Vladimir Guerrero qui ne frappe pas cette saison, eux aussi sont à blâmer. Plusieurs choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. On va commencer avec Vladimir qui semble avoir pris la mauvaise habitude cette année de constamment y aller en première balle. On sait que quand même les lanceurs font des lancers de qualité souvent pour partir leur série. Mais Vladimir a des statistiques inacceptables pour un frappeur de sa trempe. S'élance beaucoup trop tôt. Même si c'est un joueur qui a quand même démontré de belles choses, Matt Chapman se fait retirer beaucoup trop souvent sur 3 prises. Ensuite, les
Dalton Varsho, déception énorme au niveau du bâton. On s'attendait à ce que ce soit un frappeur qui allait changer l'usage de cette équipe-là. On s'attendait avant, les Blue Jays étaient une équipe qui voulait frapper la longue balle avec les Varsho, les Bell, les Kiermaier. On s'attendait à pouvoir mettre la balle en jeu plus souvent. Ça n'a pas été le cas. Alejandro Kirk, George Springer, pratiquement tout le monde, là, je ne vais pas nommer tout le monde, mais c'est pratiquement le cas là, des frappeurs qui ont connu des difficultés. Est-ce que tu penses que c'est rattrapable d'ici la fin de saison? Parce qu'on a les éléments qui sont là, ou selon toi, la dynamique n'est pas là du tout cette année? Mais c'est sûr que ça va être difficile, surtout en considérant le fait qu'on a des blessés pour le moment. On ne sait pas pour combien de temps ils vont être sur la liste des blessés. Donc ça risque de faire très mal parce qu'un d'entre eux, c'est Bo Bichette, qui était leur meilleur frappeur cette Ouais. saison. Un des seuls qui, justement, mettait la balle en jeu, que ça soit de son côté ou au champ opposé, trouvait toujours le moyen de mettre la balle en jeu. Donc, à partir de ce moment-là, ça va être très difficile. Puis on dirait qu'il y a vraiment une tendance là, qui s'est établie chez les Jays. Tu parlais de Vladimir. Oui, c'est lance tôt dans le compte, mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, on fait du vidéo aussi. On le sait qu'il Ouais. va se lancer. On est en train un peu d'exposer une certaine faiblesse de Vladimir. Puis c'est pas comme s'il compensait défensivement. Là aussi, c'est très difficile. Donc, on dirait qu'il y a un peu quelque chose qui tourne autour des Blue Jays qui est négatif en ce moment. Donc, ça va être dur de renverser la vapeur avec les éléments qu'on a en place. Et j'ai l'impression que le personnel d'entraîneur, John Schneider en tête, et tu l'as mentionné, n'ont pas fait les ajustements lorsque c'était le temps. J'entendais Mark Griffin parler aujourd'hui de l'exemple du match d'hier et je trouve que c'était frappant. Alejandro Kirk, malgré toutes ses difficultés, met la balle en jeu. On a besoin d'un coureur suppléant. Kirk n'est loin d'être le plus rapide sur les buts, mais c'est un changement qu'on ne fait pas. Et je trouve que cet exemple-là, amené par Griffin, reflétait tout ce qui s'est passé cette année. On n'a pas fait les changements. Je ne vais pas juste mettre John Schneider devant l'autobus. Il y en a d'autres, c'est l'équipe d'entraîneurs au complet, mais c'est lui qui est en tête. C'est lui qui est supposé leader cette formation-là. Et c'est plate à dire, mais avec une formation comme ça, si les Blue Jays ne font pas les séries, ben c'est au revoir pour M. Schneider. Ouais. Et on doit s'attendre à beaucoup mieux parce qu'il faut profiter de ces quelques années qui sont très importantes. Les Blue Jays sont dans leur fenêtre en ce moment. Avec une saison où on manque les séries, l'année passée, on s'est fait sortir très tôt contre les Mariners, tu l'avais mentionné. Ce n'est pas suffisant du tout, là. Non, puis c'est un peu inexplicable. Le cas précis de cette décision pour remplacer Alejandro Kirk comme coureur suppléant, euh, l'explication, c'était qu'après ça, il n'y aurait plus rien sur le banc, qu'il allait Ouais. vider son banc. OK, mais on dirait qu'il n'y a pas de sentiment d'urgence. C'est justement, on va jusqu'au bout, on vide notre banc, on fait toutes les choses qu'il faut faire pour remporter les matchs et pour s'approcher d'une place en séries éliminatoires, mais on dirait qu'il n'y a pas de sentiment d'urgence, autant chez le gérant John Schneider que chez les joueurs. On les voit encore être assez relax. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être relax en tant que joueur de baseball, mais on ne sent pas ce sentiment qu'on veut Vraiment. en donner plus dans cette fin de saison, de sacrifier pour l'équipe. On ne le voit pas présentement, puis il va falloir le voir, sinon ben, c'est terminé, autant pour les Jays que pour Schneider. Et quand on pense à ces meilleurs gérants dans le baseball, ils ont ce killer instinct-là de prendre ces décisions clés à ces bons moments-là. Schneider, malheureusement, jusqu'à présent, ne nous a pas montré ça et bien au contraire. Donc, on va souhaiter que les Jays puissent se reprendre parce qu'on a quand même un mois à faire. La saison se termine le 1er octobre. Donc, oui, dans une saison de 160 matchs, il reste quand même plusieurs, mais ça va très, très vite un mois au baseball, surtout quand on est dans une situation où on se bat pour les séries. Je te prends un petit peu à chaud, Sébastien. Je te demandais pour terminer l'épisode si tu avais à me dire une formation dans l'américaine, dans la nationale, de ceux que tu penses qui vont représenter leur division respective pour se rendre en série mondiale. Ben, du côté de l'américaine, avec la séquence qu'ils ont mis en place dernièrement, avec l'expérience qu'ils ont pris l'an dernier, je vais y aller avec les Mariners. Intéressant.
J'y serais allé peut-être avec les Orioles, mais je pense qu'il va nous manquer un petit quelque chose à la toute fin. Puis c'est sûr que les Astros sont toujours dans le portrait en raison de leur expérience, mais là, on arrive à un certain point où est-ce que ça va être plus difficile. Donc, je vais favoriser les Mariners. Et du côté de la nationale, mais c'est sûr qu'on a les Braves et les Dodgers qui Ouais. sont bien en selle, qui ont des formations très complètes, mais il ne faut pas oublier les Phillies qui ont eu un très mauvais début de saison Ouais. et qui eux aussi ont une excellente séquence et ont l'expérience de s'être rendus jusqu'au bout l'an dernier. Donc, pourraient répéter leurs exploits. Ça ne sera pas facile, ils vont avoir des gros clients à négocier, mais cette formation-là est capable de le faire. De mon côté, je te rejoins avec les Braves et je vais y aller d'un choix quand même audacieux. J'aime vraiment ce que les Rangers du Texas font. Donc, je pense qu'on a des éléments qui ont déjà gagné. Je pense que ça va aider. On pourrait surprendre et se rendre jusqu'au bout. Sébastien, je te remercie vraiment de ta participation. On a eu du beau baseball jusqu'à présent, mais le meilleur est à venir. Le baseball de septembre, c'est pratiquement du baseball de séries éliminatoires. Dans les derniers matchs, dans la dernière semaine, c'est des do or die pratiquement à chaque jour. C'est extraordinaire. Et cette nouvelle formule des séries, je ne sais pas pour toi, je la trouve plus excitante que dans les dernières années. Évidemment, on a plus d'équipes qui font les éliminatoires. Ça rajoute vraiment, selon moi, à l'engouement. Donc, je pense qu'on va avoir une belle fin de saison, surtout. On va avoir des belles équipes, des belles éliminatoires avec des équipes qu'on n'a pas vues dans les dernières années. C'est rafraîchissant. On ne verra pas les Cards de Saint-Louis en série. On ne verra pas les Yankees. On ne verra pas les Red Sox. Donc, c'est rafraîchissant d'avoir ces équipes-là. Et c'est vraiment du très beau baseball de série. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens que je connais qui ont de la misère à regarder un match complet en saison régulière, mais en série, c'est du bonbon. Oui, exactement. C'est comme si jusqu'à dans quelques semaines, là, c'est comme si on va avoir presque 2 mois de séries éliminatoires parce que les matchs vont avoir une importance capitale pour certaines équipes. Puis tu mentionnais, ben, c'est vraiment un vent de fraîcheur qu'on a. Puis une des raisons, bien, c'est ça, c'est qu'on a plus d'équipes. Puis il y a des équipes qui, au milieu de la saison, dans l'ancienne formule, n'auraient jamais pensé aller jusqu'au bout. Mais là, ils ont mis les éléments en place pour pouvoir y Vraiment. aller. Puis jusqu'à la fin, ils vont pouvoir se battre. Donc, ça va donner de l'excellent baseball. J'invite les gens à suivre vos activités sur Passion MLB. Toujours des chroniques pertinentes et intéressantes pour ce dernier droit de la saison dans la MLB. Et je te remercie encore vraiment, Sébastien, pour cette belle participation au temps d'arrêt. Ce fut vraiment un plaisir pour moi et pour les auditeurs de pouvoir bénéficier de tes connaissances en baseball. Et on remettra ça à une prochaine fois. Merci beaucoup, Sébastien. Et on se redit à un prochain épisode du temps d'arrêt.